Alors, on a plusieurs personnes qui se joignent à nous. Merci de vous joindre à nous ce soir. Je vais attendre quand même un petit peu avant de commencer. Il est seulement 5h30. Je vais attendre peut-être 2 minutes avant de commencer pour laisser le temps à tout le monde de se joindre. Mon nom est Julie Sauvageau et ce soir, je suis l'hôte de cette première réunion Tableau User Group depuis très longtemps, 2 ans et demi, je crois. Et ce soir, on a des gens pour nous aider. Je vais partager mon écran dans un moment et je vais présenter l'agenda de la soirée. On a présentement 16 participants et ça continue de se joindre. Donc, c'est excellent. Je suis très contente de vous voir. Je vais partager mon écran dans un moment. Voilà. Et je vais partager du contenu, évidemment. Parfait. Donc, la réunion de ce soir est enregistrée. Donc, si j'allais dire si vous l'avez raté, mais si vous l'avez raté, vous n'êtes pas là, donc ça ne sert à rien de dire ça. Donc, on va envoyer le lien de l'enregistrement bientôt. C'est le jour de la marmotte aujourd'hui. Donc, c'est Michael Albo qui m'a suggéré de rajouter une image de marmotte et il va avoir là aussi une image de marmotte. C'est le thème de la soirée. Donc, on se répète. Aujourd'hui, donc, c'est l'introduction. On va laisser quelques minutes à tout le monde de se joindre. L'agenda de ce soir, on va premièrement parler des bonnes pratiques à interface utilisateur avec Rajiv Nanda. Il va prendre à peu près une vingtaine de minutes pour présenter son contenu. Après ça, on va avoir une capsule « Ce que j'aime de Tableau ». C'est une capsule spéciale, une idée de Michael Albo, qui est une excellente idée et qu'on va continuer d'appliquer dans les prochains Tableau User Group dans le futur. À chaque tog qu'on va faire, on va avoir une personne différente pour présenter cette capsule, pour présenter qu'est-ce que cette personne-là aime de Tableau. Une courte présentation d'environ 10 minutes. Donc, je pense que ça va être très intéressant et rafraîchissant. Vers 6h15 approximativement, je vais essayer de surveiller les temps de tout le monde. Des fois, on dépasse un petit peu, mais je vais essayer de respecter les temps ce soir. On va avoir une section en anglais sur l'analyse des défis avec Prep and Data, avec Jorge Supelano. Ça va être très intéressant aussi, je suis certaine. Je ne connais pas Prep and Data, donc je vais en apprendre ce soir. Et à la fin, j'ai un petit Kahoot, un petit questionnaire. Vous pouvez gagner un prix de présence. Donc, les 3 plus rapides à répondre, évidemment avec la bonne réponse, se verront offrir un petit cadeau de Tableau. Ça va être important, je vais le rappeler quand on va être rendu là pour le Kahoot, de donner votre vrai nom quand vous allez vous enregistrer pour que je puisse vous retrouver facilement et communiquer avec vous pour prendre votre adresse et vous envoyer le petit cadeau. Donc, je pense qu'on est prêt. Oui. Les marmottes ne peuvent pas jouer. Ben, je pense que vous pouvez jouer pareil, mais essayez d'être lent, OK? Essayez d'être lent. Je prendrai un autre nom au hasard si jamais un de vous gagne, mais vous pouvez vous amuser avec les autres. Donc là, il est... Attendez, je vais essayer de voir, il est quelle heure? Je ne vois pas mon heure. Ah oui, 5h35. Je pense qu'on peut commencer avec la première présentation. Rajiv, tu vas pouvoir partager ton écran et y aller avec ta présentation. Et vers 6h05, je vais commencer à te taper dessus pour que tu arrêtes de parler. Parfait. J'ai déjà mon montre, mais je pense que tout le monde me charge comme $1 par minute, alors je pense que c'est vraiment précise. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. There we go. Alors, juste pour vous aviser, je suis un peu anglophone, mais je vais essayer de parler français, anglais ou peut-être un mélange. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, on va parler un peu de qui je suis. Je vais faire une traduction en real time dans mon tête. Je vais parler un peu de ce qui fait une bonne expérience utilisateur et je vais faire une petite démo de Dashboard Overlay. Et en même temps, parce qu'aujourd'hui, on a le 2e de février, alors je pense que c'est maintenant le jour de marmotte, alors j'espère que si toutes les choses vont bien, on va avoir moins de neige, plus ou moins, mais petite image. On se demande si la marmotte a vu Tableau ou pas. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec des choses, mais c'est cute. Il est content. Bon, alors je vais juste prendre quelques minutes juste pour vous donner une petite introduction de moi-même.
Alors, sur la côté, j'ai juste mis une petite information. Alors, pour moi, je suis un gérant de Business Intelligence dans l'assurance de TD. Et sur mon côté, j'ai tous ces tableaux depuis, je sais, vieux, comme 10, 12 ans. Alors maintenant, c'est vraiment amélioré. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien faites. Et la façon que j'ai fait mon differentiation était par faire j'ai fait un mélange de tableaux et storytelling with data. Alors, c'est la façon de prendre les analyses des données et de prendre toutes les actions qu'on peut faire avec ça. Mais la chose que j'adore et que, honnêtement, c'est d'entraîner des personnes. Mon but est éventuellement d'avoir 100 personnes qui sont entraînées. Mais pour le moment, j'ai fait 70 entre TELUS, mon vieille compagnie, l'assurance TD, où je travaille présentement, et Simon Fraser University, je fais peut-être un volunteer work. Alors, j'adore comment on a dit ça pour améliorer le skill set des gens. Et j'espère que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Et je prends une approche un peu différente parce que pour moi, je suis plus un utilisateur d'entreprise qui a décidé, OK, je vais apprendre comment faire de coding. Alors, à cause de ça, j'ai toujours dit que c'est vraiment important d'avoir de continuous learning et d'apprendre des nouvelles choses. Comme par exemple, c'est une nouvelle features qui vient dans la nouvelle version de Tableau. Alors, j'utilise Tableau Public beaucoup maintenant. Et en même temps, il y a beaucoup de données qui viennent maintenant, comme par exemple avec nos montres, il y a des données partout. Pour moi, c'est vraiment important pour être dans une place où je peux prendre avantage de toutes les données qu'on a. Et en même temps, j'ai demandé une petite question en avant, mais j'ai fait une petite shameless plug. Comme vous entendez que je suis un gérant à l'assurance TD, on a 2 postings qui sont là. Alors, si vous avez des talents et vous êtes intéressé et vous avez un bon profil, vous pouvez me rejoindre soit sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un message directement chez moi. Et je serais content de parler avec toi et juste avoir une petite conversation. Et juste une Ceux qui n'ont petite. pas de talent, ils ne peuvent pas te rejoindre. Là. Exact. C'est possible, il va me rejoindre, mais on va faire comme une petite pie chart avec 1 milliard de pièces. Exactement. Ouais. On va faire un tableau dashboard qui prend une vingtaine de minutes pour télécharger, mais on va éviter ça. Mais c'est des bonnes personnes. Ça, c'est une chose importante. Et une fun fact, j'ai un chien. Le chien est beaucoup plus populaire et cool que moi parce que mon chien a reçu des swag, des TD. L'histoire est que quand j'ai commencé à l'assurance TD, j'ai fait une présentation et j'ai reçu un cadeau. Le t-shirt était une size extra, extra, extra large. Alors, je l'ai donné à mon chien. Alors, c'est ça qu'elle va japper pendant que je fais mon présentation. Mais en tout cas, la chose que je vais juste dire pour les personnes qui sont ici, pour moi, c'est toujours important de faire un mélange de 2 skill sets. Pour moi, c'était Tableau et Storytelling with Data. Quand tu fais ces mélanges comme ça, tu es vraiment différent de la crowd et ça, c'est la façon que tu peux t'attirer de l'attention, on va dire. Bon, alors le meat and potatoes, c'est la présentation. Je parlais un peu de c'est quoi qui fait une bonne expérience pour les utilisateurs. Et je vais juste dire que ça, c'est plus pour les utilisateurs d'entreprise, pas nécessairement pour l'art et pour Tableau Public, parce que ça, c'est notre domaine. Mais je parle de la façon que, comme vous savez, la grande majorité des personnes qui travaillent dans le domaine de Tableau, ils travaillent pour l'entreprise. Alors, je vais faire plus un focus sur ça. Alors, je ne sais pas comment empathize en français, mais le point que je vais commencer en premier sur la gauche est en avant veut que tu sais le niveau de maturité de ton audience. Comme par exemple, j'ai pris ça de la Storytelling with Data podcast. Alors, je dis qu'il y a comme 5 niveaux de maturité, on va dire. Comme le premier niveau, c'est comme tab, 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 c'est un peu LED. Le deuxième niveau, c'est encore des LED visualisation. J'espère que tu viens à ton troisième niveau qui est plus basic, mais c'est des branded choses. Quatrième, c'est plus avancé. Et la cinquième, c'est vraiment le storytelling with data avec les exécutifs et toutes les choses comme ça. Mais si tu vraiment veux faire une bonne expérience utilisateur, la chose la plus importante, je marque ici, comprends comment ils travaillent.
Ça, c'est la chose que je dis à mon équipe souvent. Je sais que même il y a une personne ici qui travaille avec moi. Il est vraiment fantastique parce qu'il sait comment les personnes travaillent avec les données. Et l'avantage est qu'on peut donner les réponses tellement vite avec moins d'input. Et en même temps, on fait des mock-ups, soit en Figma, en PowerPoint, ou quelque chose. Alors, c'est juste une petite conseil. Tu as besoin de savoir comment ils travaillent. Puis la deuxième chose, c'est juste le branding and consistency. C'est plus pour travailler avec les standards de la compagnie, pour aligner sur les fonts et les couleurs, et d'avoir un template juste pour avoir quelque chose qui est consistent. Donc, les personnes savent exactement qu'est-ce qu'ils voyaient. Puis en même temps, c'est vraiment important d'avoir un bon focal point. Comme vous savez, il y a des personnes qui peut-être des fois utilisent comme une vingtaine de couleurs, ça voyez comme des pyjamas d'un clown ou quelque chose. Ça dépend, mais j'espère qu'on ne fait pas ça. Pour moi, je préfère utiliser comme 3 couleurs et vraiment faire un focal point. Comme vous voyez sur cette slide ici, il y a comme vraiment 3 choses qui sont importantes. Et en même temps, la personne va vraiment garder comme 3 choses quand tu parles. Et l'autre chose que je parlais, comme juste copier les idées. Dans le monde mobile, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses sur Figma. Je pense que c'était Pablo Picasso qui a dit good artists borrow, great artists steal. Mais parce qu'on a de bonnes éthiques, si on copie, on donne les authors de crédit pour ça. Je trouve que c'est assez important. Sinon, on va avoir des personnes qui sont un peu fâchées. On va éviter ça. Mais la troisième chose aussi, c'est juste des choses basiques, mais utilise le space effectively. C'est vraiment pour répondre les business questions qui sont les primaires. Alors, les questions qui sont plus la deuxième niveau, mais on peut push ça dans la background avec les tooltips, drill paths, avec les boutons pour show hide sheets. Mais une chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu des hacks que j'ai fait. Et j'ai appris ça avec des autres tableaux user group de l'États-Unis. C'est des transparent overlays pour donner des indices aux utilisateurs. Je sais que tu peux faire même les GIFs aussi. Je n'ai pas fait ça aujourd'hui parce que c'est un peu plus long, parce que peut avoir un host et des choses. Mais je vais vous montrer comment faire un transparent overlay. Parce que comme vous savez, quand vous créez comme l'art sur tableau public, c'est vraiment comme pour vous-même. Mais quand tu es au travail pour les choses entreprises, tu veux vraiment créer des choses pour les autres utilisateurs. Et des fois, ils ne sont pas à le même niveau de maturité de toi-même. Donc, on a besoin d'avoir des façons que c'est plus facile pour montrer et comprendre des choses. Alors, juste le petit sommaire ici. Mon plus grand avis pour les personnes est donne la réponse aux questions de business le plus vite possible avec la moins de friction possible. Comme par exemple, si vous avez des cafés de Nespresso, c'est le parfait produit parce que c'est vite, moins de friction et tu vas l'utiliser souvent. Et le contraire, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour faire le café dans notre sens, mais ça, c'est notre conversation qu'on va laisser. Bon. Alors, pour moi, je vais faire une petite démo. J'espère que je peux le faire en 10 minutes. Alors, juste pour vous décrire ça, c'était pas moi qui ai inspiré ça, c'était Cédal Michael. Il a fait une tag vidéo qui s'appelle Hidden Context, Adding Information Without Cluttering Your Dashboard. Alors, c'est juste de cacher des choses. Alors, cette façon, tu peux avoir quelque chose de plus dynamique. Et il est vraiment une présentateur fantastique. Tu peux le joindre au LinkedIn. J'adore lui. Alors, ça, c'est comment j'ai pris mon méthode pour ça. Alors, sur mon doigt, j'ai des petites étapes que j'ai écrites. Je vais juste mettre ça plus grand parce que je sais mon écran est un peu différent. Alors, je vais commencer par vous montrer c'est quoi les choses que j'ai fait. Alors, je vais utiliser mon PowerPoint, Chrome, whatever. Alors, je mets ça sur mon gauche. Alors, dans Tableau Public, parce que je ne peux pas vous montrer des choses d'aider pour des raisons qui sont évidentes, j'ai fait une petite mock-up de quelque chose que je travaille sur Lewis Hamilton. Il est vraiment un conducteur vraiment impressionnant sur F1. Mais c'est un dashboard qui n'est pas complète, mais j'ai déjà fait mon mock-up et je travaille sur ça. Mais une feature que je vais vous montrer, c'est le How to use dashboard button ici. J'ai fait ça sur Figma, mais j'imagine que la majorité des personnes ont PowerPoint, donc je vais vous montrer comment faire ça. Et l'idée est que si vous mettez ça,
des petits boutons ici. Ah, ça fait un refresh. OK, pas ça. Peut-être que je l'ai laissé trop de temps. Ça fait un petit timeout. On va juste dans une seconde. OK. Alors, je suis un utilisateur. Je ne sais pas comment utiliser Tableau. C'est la première fois que j'ai vu ça. J'ai besoin d'une démo. Tu mets le petit bouton ici. Et maintenant, tu as un PNG transparent. Donc, tu n'as besoin pas de le faire comme chaque fois quand les choses changent. Et tu peux voir les petits indices comme hover to view details, hover to see drivers. Éventuellement, quand je mets mon petit clip de YouTube ici, on peut voir ça. Donc, je triche un peu. Je vous montre un dashboard qui est comme 30% fait pour le moment, mais le feature que je vous montre maintenant, c'est plus le how to see details, un dashboard comme ça. Alors, comment j'ai fait ça? C'est vraiment 3 images avec un bouton. Il y a le overlay que tu as vu. J'ai le bouton quand l'image est cachée, ici, et quand c'est une chose pour fermer. Et la bonne chose avec ça, c'est parce que les personnes sont déjà familières avec les petites X ici pour fermer. Donc, c'est vraiment facile à faire. Alors, je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, je vais mettre ces choses ici. Donc, je vais tricher un peu. J'ai déjà fait ces 2 choses ici, mais je vais vous montrer comment faire le overlay image. Alors, la première étape, je fais la traduction en real time. On va télécharger l'image de ton présentation, de ton dashboard. Poutine bouge. Elle est sur mon pied. Alors, c'est plus facile si tu vas ici sur Download, télécharge, tu fais image. Et tu as comme une one-to-one relationship avec les choses qui étaient téléchargées. J'ai déjà ça ici. Alors, pour mon dashboard ici, c'était 1200 par 1900 verticalement. Alors, la deuxième étape, donc la première étape, download image, c'est fait. Alors, la deuxième étape, on va faire une petite modification dans votre image editor préféré. Tu peux faire ça soit au Figma, mais si tu travailles dans le domaine entreprise, c'est sûr qu'ils utilisent PowerPoint. Alors, je vais juste utiliser ça. Alors, où est mon PowerPoint? Uh-oh. J'ai ouvert dBeaver par accident. On va juste donner ça quelque chose pour... J'espère que mon ordinateur n'est pas trop lent à cause de l'application qui est ouverte ici. Go away. C'est toujours comme ça. Quand je fais quelque chose, je toujours mettre la mauvaise bouton. Non, on ne veut pas voir ça. Vas-y. OK. Alors, on va commencer. Je vais juste effacer tout ça parce que je vais commencer sans chose. Alors, en premier, je vais prendre l'image que j'ai téléchargée. Alors, downloads. Lewis Hamilton. Alors, je vais mettre ça ici en premier. Alors, comme vous voyez avec les options là, je vais mettre right-click Format Picture. Maintenant, j'ai mon affaire là. Je vais mettre ça comme ci. Voilà. OK. Alors, la première chose, je fais un zoom out, control middle, et je vais mettre ça avec certaines positions. Donc, parce que c'est le scaling, je vais mettre ça à 100%, 100%, on s'est déjà fait, ou non? 100. Ah, can't type today. There we go. Et maintenant, je mets ça au coin, 0, 0. OK, parfait. Alors maintenant, j'ai mon base. La prochaine étape que j'ai besoin de faire, et j'ai besoin d'avoir un rectangle qui est là. Et ça, c'est la partie noire pour aviser aux utilisateurs qu'il y a quelque chose qui est nouvel. Alors, je vais juste faire ça ici pour faire une petite trace. Mais c'est sûr que ce n'est pas parfait. Alors, je sais que la grandeur de l'image est 19.78, 19.78 par 12.49. C'est mon côté anglophone qui parle maintenant. Donc, je vais mettre les mêmes dimensions ici. Ah, c'est déjà fait, 19.78 par 12.49. Ah, c'est miracle. Alors, je vais mettre ça aussi au 0 et 0. Et maintenant, je vais faire mon transparency. Donc, la couleur, je vais prendre, c'est noir. Et peut-être, je vais mettre 30%. Et pas de line de tout. Color, transparency, no line. OK, parfait. Maintenant, je peux zoom in et je peux faire une décision avec les choses que je vais mettre là.
Alors, je ne vais pas faire toutes les choses, je vais faire ça vite parce que j'imagine que tout le monde ici sait comment faire des PowerPoint. Alors, je vais mettre ça comme hover, view details. Comment on dit hover en français? C'est vraiment bizarre que je ne sais pas comment dire ça. Sérieusement, je ne le sais pas. Est-ce Ah, qu'il y en a en non, ligne c'est pas pour moi. survoler avec la souris? Ah, c'est pas Survoler. compliqué. Je vais parler franglais. Oui, Ouais, survol. Ouais. survol, c'est ça. Hein? Ouais. Ah, j'ai appris nouvellement. OK. C'est un peu plus aérien en français. C'est bien trop compliqué. C'est la vie. Alors, je vais utiliser mon curve ici parce que pour moi, je trouve que si tu as des curves, c'est juste plus esthétique. Donc, je vais mettre ça comme the width de 10 en blanc et je vais fermer ça avec cette chose-là. Alors, ça, c'est le premier. Le Donc, c'est deuxième vraiment de ici. bâtir, dans le fond, c'est de bâtir une image qui va correspondre en proportion à ce que tu vas avoir derrière dans ton tableau de bord, puis qui va venir se mettre par-dessus. Puis pour l'utilisateur, il va penser que c'est une semi-transparence à cause de l'effet, ça va être un effet visuel. Attends, je vais effacer les choses en arrière parce que la chose qui est importante, que si les données changent, je ne vais pas Ah mettre des oui. choses qui sont vieilles, comme par exemple, si on a des choses à 2019 et 2 ans plus tard, il va dire Hey, qu'est-ce qui passe avec ton preview? Tu triches un peu. On a déjà eu cette expérience, alors quand j'ai vu ça, j'ai dit Oh, de transparence, c'est fun. Donc je vais faire ça. Je vais juste faire 2 parce que je vais garder la reste pour après. Le troisième, on va juste faire un pretend que c'est là. Alors, la secrète maintenant est qu'on va mettre ça sur le back. Et maintenant, je vais effacer ça. Et maintenant, j'ai mon transparency. Comme le magique. Et on fait une group. Je peux faire ça au Figma, mais en tout cas, je vais faire ça ici. Parce que le PowerPoint, c'est vraiment disponible partout. Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile. Oui, puis la qualité du PNG dans le PowerPoint, c'est surprenant. Donc, moi aussi, je fais tous mes boutons puis mes fonds d'écran comme ça avec l'exportation d'images. Exactement. Donc, je vais appeler ça Overlay Lewis Hamilton. Les milliards d'images que j'ai là. Et en même temps, j'ai déjà triché. J'ai déjà fait mes autres boutons pour mes hidden et qui sont cachés et fermés. J'imagine que ça, c'est assez facile. Donc, je ne vais pas faire ça devant vous, mais vous pouvez faire ça aussi avec PowerPoint. Sauf ne pas les rounded corners, mais si tu es vraiment fancy, tu peux faire ça en Figma avec les radius, avec les coins. Et je pense que c'est assez facile avec PowerPoint, mais j'ai déjà ces images-là, mais je fais une petite groupe. Donc, je vais juste sauvegarder ça aussi. Save as. C'est drôle parce que j'ai fait ça sur Mac OS et en même temps ici avec Windows 10, alors je change plus souvent. Button close. Let's open. Oh, ouais, ça c'est l'envers. Bon, j'ai comme 5 minutes qui restent, donc je suis besoin de faire ça vite. J'ai mon petite montre qui me dit que je suis lent. Et button. Il te reste encore 10 minutes, Rajiv, c'est correct. Oh, OK, super. Ouais, c'est parce qu'on a commencé un petit peu à l'avance. Et donc, je suis un peu bon avec ça. Alors, j'ai mon tableau desktop ici. En même temps, parce que j'ai fait mon prototype en tableau public qui est une version différente. Maintenant, c'est 2020, whatever. Donc, les images sont, les visuels sont pas ici, mais c'est pas grave. Je peux faire les buttons ici quand même. Alors, c'est une étape qui est vraiment facile. Alors, maintenant, j'ai déjà fait la deuxième chose qui est créer les images. Donc, la deuxième étape est faite. Maintenant, je vais faire la troisième étape qui est floating container. Alors, je vais aller sur floating. Si tu veux faire shift, tu mets n'importe quelle chose.
Ouais, c'est Alors, important on va qu'il soit faire... floating. J'ai des users, des fois, des usagers qui me rejoignent puis qui n'arrivent pas à rajouter le bouton. C'est qu'ils le font en mode tile. Donc, le floating est très important. Ouais, exactement. Donc, on va faire ça avec les dimensions de 1200 par 1900. Et la raison ça a besoin d'être floating, c'est parce qu'on veut que c'est transparent. Et maintenant, on va prendre notre image qui est ici, comme ça. Et si je trouve l'image qui est quelque part, je pense que c'est dans mon download, c'est quelque chose. J'espère. Elle était I have no way dans where I put Picture. it. Je pense qu'elle était dans Picture. Je pense que j'ai une autre. J'ai triché un peu. Oh, oui, t'as raison. J'ai pris la mauvaise. Je parle ou l'autre. J'ai mon... Oh oui, mon overlay, c'est dans Picture, t'as raison. Ah ouais, ok. Not bind online overlay, ça c'est une autre chose. Ça va être vraiment intéressant s'il y avait la mauvaise chose là. Ah, je viens de le voir. Monte un petit peu. Je viens de le voir. En haut un petit peu. Encore. Là. Là, super. Fit center. Je suis content que j'ai quelqu'un pour m'aider parce que je vais pas le voir. Je vais dire, oh, je l'ai perdu. Oups. Alors, maintenant, on a besoin de faire une petite customization. Donc, maintenant, la troisième étape est faite. Mais ce qu'on veut faire est qu'on fait un double-clic ici. Maintenant, on a l'option de Add Show Hide Button. Montre, cache l'image. Et on va faire la petite configuration pour les images qui restent. Alors, cette petite chose ici, ça va pas nous aider beaucoup pour le moment. Je vais changer les dimensions après. Alors, quand la chose est shown, je vais mettre mon petit X là. Quand c'est caché, je veux How to use dashboard. Et on va laisser les autres choses. Alors, l'image est vraiment petite pour le moment là, donc je vais juste dire que c'est 75 par 200. Quand on travaille souvent, on fait comment fixer les numéros, juste faire ça facilement, mais maintenant, on hold the Alt button et voilà, ça cache et maintenant tu peux le placer comme tu veux. Et tu vas besoin de publier ça quelques fois juste pour voir que ça marche maintenant sur mon desktop, mais est-ce que ça marche sur le serveur? Donc, il y a des petits ajustements, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'arrive? Et si tu fais ça bien, tu peux faire des update buttons facilement. Et l'avantage est que si vos données changent, comme si vous avez les données de 2022 présentement, et maintenant c'est 2025 parce qu'on veut faire des choses robustes, c'est transparent. Donc, c'est juste des choses qui sont faites. Mais l'autre chose est que si vous ajoutez des choses, des fois, vous avez besoin d'ajuster votre annotation. Mais c'est pas trop difficile à ajuster. Mais ça, c'est juste un exemple que tu peux faire une façon pour montrer les indices aux utilisateurs sans mettre toutes les choses qui sont trop distractées, on va dire. Alors, ça, c'est mon petite chose pour aujourd'hui et je vais retourner avec mon image. Ah, j'ai tous les PowerPoint presentations qui sont là. Voilà. Alors, ça, c'est mon petite Merci, Rachid. présentation posée. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Puis je suis sûre qu'il y a des gens en ligne qui vont être intéressés à implanter ça. Je l'ai fait moi-même. C'est vraiment un aide en ligne facile à comprendre pour les utilisateurs. Un genre de guide visuel où ils cliquent puis ils se demandent quoi faire. Ils vont y aller une couple de fois. Après ça, on peut faire le bouton très discret, un petit bouton d'information dans le coin. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Au lieu d'avoir un document ou comment faire comme à côté, le bouton est très apprécié des utilisateurs. Donc, un gros merci pour ta présentation. On est dans les temps jusqu'à maintenant. Il est 6 heures. La prochaine présentation, c'est notre capsule de Michael Albo, ce que j'aime de tableau. Donc, Michael, ça va être à toi. Tu peux partager ton écran maintenant. Ok, merci Julie. Alors, attends, je vais partager, share. Donc, est-ce que tout le monde, je pense que là, La marmotte! tout le monde voit ma marmotte, tout va bien. Je vais aller sur, voilà. Ok.
Donc, écoutez, moi, je m'appelle Michael Albo. J'ai commencé à utiliser Tableau en 2014. La première fois que j'ai utilisé Tableau, c'était une version 8.2 ou 8.3. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était une version 8. Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui d'une chose que j'aime dans Tableau et que j'aime de plus en plus dans Tableau. Et parce que ce n'était pas forcément ce que j'aimais le plus au début, vous allez comprendre pourquoi, c'est les calculs. Et avec le temps, il y a eu beaucoup d'endroits différents où on peut localiser les calculs dans Tableau. Et vous voyez, par exemple, moi, la première fois que j'ai utilisé Tableau, il n'y avait pas les LOD expressions, il n'y avait pas les user defined functions, il n'y avait que les champs calculés, il n'y avait que les table calculations. Alors déjà, je vais vous poser une question. Je vais poser la question à Julie. Toi, est-ce que tu as connu Tableau sans les LOD expressions? Ok, oui. Dans le temps, il fallait dupliquer la connexion, le data source, faire un blending sur le data source pour pouvoir arriver à avoir des sous-totaux. C'était quelque chose. Voilà, donc on a connu la même chose. On a connu la même chose et on est très content en fait que c'était en 2015, donc c'était l'année suivante après ma première utilisation, donc il y a eu l'apparition des level of details. Et en fait, la question qui revient souvent pour les utilisateurs qui débutent avec Tableau, c'est il y a plein d'endroits où on peut faire des calculs, mais c'est quoi le bon module de calcul, c'est quoi le bon composant de calcul qu'il faut utiliser par rapport à mon problème. Alors, pour rendre ça un petit peu fun, en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo. Il y a des niveaux dans le jeu vidéo et je vais vous parler, en fait, je vais vous donner en fait ça sous forme de niveau d'un jeu auquel j'ai beaucoup joué en fait quand j'étais à l'université en maîtrise. C'était en 1994, vous voyez, c'était il y a 28 ans, c'est pas jeune. Et en fait, j'ai appelé les niveaux avec les niveaux du jeu Doom, qui est un jeu RPG. Donc, vous allez voir passer les niveaux. Donc, on va commencer par le premier. En général, quand un utilisateur vient pour la première fois dans Tableau, le premier calcul qu'il va faire, il va déplacer, il va faire un drag and drop d'une métrique et il va l'envoyer dans le panneau. Et automatiquement, en fait, ça fait un calcul. C'est-à-dire, dès que vous déplacez une métrique, ça fait un calcul parce que automatiquement, ça va être agrégé en fonction des dimensions que vous avez choisies. Et en fait, vous voyez, vous pouvez changer en fait, le type d'agrégation et le type de calcul. Donc là, c'est très simple, hein, c'est juste sur une métrique, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, ça, c'est en général, tout le monde est heureux. Et donc, ça, c'est le niveau I'm too young to die, tout le monde s'en sort. Ensuite vient le deuxième niveau. Ils vont commencer à faire des champs calculés, mais des champs calculés simples. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit, je vais calculer un discount ratio et en fait, je vais faire ma première formule entre deux colonnes de mon jeu de données, mais vous comprenez bien que je suis au même niveau. Je suis au même niveau de granularité. Mon discount, dans ma ligne, j'ai un discount, j'ai mes ventes et je vais faire une division si la vente est non nulle, sinon ça me fait une division par 0 et je ne serai pas content et Tableau non plus. Donc là, on est au deuxième niveau. Là, c'est les basic expressions. Ensuite, il y a un troisième niveau qui arrive, c'est le calcul de table. Là, c'est un peu le niveau Hurt Me Plenty. Donc, dans quel cas j'ai besoin d'utiliser un calcul de table? Je vais vous en donner deux exemples, vous allez tout de suite comprendre. C'est les calculs récursifs, c'est-à-dire que dans mon calcul pour la période n, j'ai besoin d'avoir des informations sur les périodes précédentes, par exemple. La période n-1, n-2, par exemple, si je veux faire, je ne sais pas, un calcul de variation year over year, donc j'ai besoin des périodes précédentes, là, j'ai besoin d'un calcul de table. Si j'ai besoin de faire aussi des calculs glissants, si j'ai besoin de faire un moving average, donc là, je vais avoir besoin aussi de table calculation.
Donc là, tous ces cas-là, c'est les cas où j'ai besoin donc de ce niveau de calcul dans Tableau. Après, il y a le quatrième niveau dans lequel les gens n'arrivent pas tout de suite, ils y arrivent après avoir fait pas mal d'essais, en se rendant compte que les autres niveaux précédents ne leur permettaient pas de faire ce qu'ils veulent, c'est les LOD expressions. Et à quoi servent les LOD expressions? C'est quand vous voulez piloter vous-même le niveau de granularité auquel se fait l'agrégation et où vous voulez expliquer spécifiquement à Tableau quelles sont les dimensions sur lesquelles il faut agréger par défaut, que je choisisse cette dimension dans mon rapport ou pas. Et ce qui est intéressant, au début, vous commencez avec des choses simples comme fais-moi la somme par business ID ou fais-moi la somme, quand vous voulez faire du calcul de panier, des sommes au niveau des paniers, vous allez faire du fixed avec le basket ID et à l'intérieur, vous avez toutes les lignes qui sont dans ce panier-là ou dans une facture ou peu importe. Et donc là, vous allez utiliser ça. Mais en fait, vous pouvez très bien faire des formules de LOD très, très complexes. Parce que vous pouvez très bien dire, j'ai tel terme de mon calcul qui est agrégé de telle façon, moins un autre terme de mon calcul qui est agrégé d'une façon totalement différente. Et donc, on peut faire des choses très, très, très puissantes avec les LOD expressions. C'est pour ça que quand ça s'est arrivé dans Tableau en 2015, j'ai trouvé ça mais exceptionnel. Parce que, bon, je ne veux pas bitcher sur d'autres produits, mais quand vous voulez… Moi, j'avais travaillé avec Hyperion avant, c'était compliqué de faire du calcul multidimensionnel où il fallait exactement expliquer à l'outil comment il fallait faire les agrégations, dans quel sens calculer pour tel terme et puis dans quel sens calculer pour tel autre terme. Et en fait, ça, c'est… Tableau l'a résolu d'une façon très, très élégante avec les LOD expressions. Et d'ailleurs, si vous connaissez Tableau et Power BI, vous savez qu'en une ou deux lignes avec une LOD expression, vous pouvez faire quelque chose qui prend des fois une demi-page de DAX en Power BI. Et ça, franchement, les LOD expressions, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en fait, ça permet de faire, je vais vous donner des exemples concrets de ce que ça permet de faire. Je vais vous donner 3 exemples d'utilisation. Si vous voulez faire de l'analyse de cohorte, par exemple, c'est quelle est la contribution de clients qui ont été qu'on a acquis au fil des années par rapport aux revenus de l'année courante. Et donc, vous voyez, pour faire ce genre de choses, vous travaillez avec des niveaux d'agrégation différents pour pouvoir faire ce genre de calcul. Et c'est un calcul qui va prendre, donc avec une ligne toute simple, une information sur l'agrégation, un fixed, un include ou un exclude, pour éliminer des dimensions, vous pouvez définir en fait des calculs multipass. En fait, ça correspond à des requêtes SQL très compliquées où vous allez faire, en fait, si vous regardez juste ces choses-là, c'est 3 niveaux de requêtes SQL imbriqués pour faire ce genre de choses. Donc, ça permettait d'aller très, très, très vite pour pouvoir livrer ça. Ou si vous voulez, un autre exemple, vous voulez comparer l'évolution des ventes d'un pays par rapport à son continent ou par rapport au monde. Et donc, vous êtes avec des niveaux d'agrégation là aussi différents et après que vous divisez, que vous rassemblez dans la même formule. Ou alors, vous avez le dernier qui est… Alors, celui-là, tout le monde s'est battu avec ça. C'est quand votre scénario réel, actuel, il est agrégé d'une façon qui est différente de vos targets qui arrivent avec un niveau d'agrégation différent. Alors là, vous êtes obligé de gérer ça différemment avec des expressions LOD. Donc ça, c'est extrêmement puissant et ça vous permet en fait de résoudre énormément de défis dans vos calculs dans Tableau. Alors, j'ai très peu de temps, donc je vais vous dire si par exemple vous n'êtes pas au point avec ces sujets-là, il y a 2 documents avec lesquels vous pouvez commencer. C'est un vieux document. Alors là, je vais vous dire, c'est un vieux document, un vieux white paper de Tableau
qui s'appelle Understanding Level of Detail Expressions, que vous allez trouver, vous tapez le nom du document, vous allez le trouver immédiatement, il est sur le site. C'est pas un document récent, je pense qu'il a été écrit en 2015, donc au moment de la sortie, mais il explique très bien la philosophie, pourquoi ils l'ont créé et qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-clés. Et il y a un autre, alors là c'est un blog qui date aussi de 2015, qui est exceptionnel, qui est le top 15 des LOD expressions. Et en fait, c'est des use cases. C'est quoi les use cases que vous pouvez résoudre avec les LOD expressions. Donc ça, n'hésitez pas, si vous voulez commencer par quelque chose, allez là-dessus. Et en fait, vous vous souvenez, il y a un 5e niveau. Alors, si après tout ce que je vous ai montré, il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à faire, il y a ce que j'appelle le niveau nightmare, qui est les user-defined functions. Là, en fait, si vous savez coder, vous pouvez aller intégrer des fonctions R ou des fonctions Python. Donc, soit avec RServe connecté à Tableau, soit avec TabPy si vous voulez utiliser Python. Et là, en fait, ça vous ouvre, ça vous donne accès à toutes les fonctions d'analytique avancée, de machine learning. Donc là, vous voyez ce petit exemple. Là, c'est une fonction de partitionnement de données qui s'appelle dbscan, qui est disponible dans la librairie scikit-learn et que vous pouvez très bien appeler. Donc, vous allez passer en paramètre dans la fonction dbscan des arguments qui viennent de votre rapport Tableau et qui viennent de vos data sources. Et lui va vous renvoyer soit un cluster, soit un indicateur de partitionnement. Et automatiquement, vous allez pouvoir l'intégrer comme si c'était une fonction native de Tableau. Donc ça, c'est pour le dernier niveau. Et voilà. Et donc, c'est terminé parce que je ne sais même plus où j'en suis dans mes 10 minutes. Donc, c'est parfait. Vous êtes très, très bien ce soir. Les présentateurs respectent les temps. Je leur ai fait peur, je pense. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions. Alors, je vois une main qui se lève. Rajiv, oui. Je pense que c'est un applaudissement. Oui, c'est du clapping. C'est du virtuel clapping. OK, merci beaucoup, Rajiv. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais laisser la parole à Jorge. Oui, puis avant que Jorge embarque, j'ai quelque chose à dire pour les LOD qui était vraiment quelque chose de merveilleux. Je me souviens quand ça sortit, je pense que j'ai pleuré un petit peu. Mais la première fois que j'ai essayé les Level of Detail Expression, je me souviens que j'ai eu de la difficulté à filtrer mes données par la suite. Le filtre ne fonctionnait pas. Donc, c'est important de savoir que quand vous utilisez les expressions LOD de type fixe, les filtres réguliers ne vont pas s'appliquer dessus. Ça va vraiment regarder vos données au niveau de la database directement. Mais il est possible d'appliquer des filtres. Il faut juste savoir connaître le truc. C'est un filtre en contexte. Donc, les filtres en contexte vont affecter les LOD expressions. Puis, je pense faire une session sur les filtres, les différents niveaux de filtres, parce que c'est vraiment quelque chose de très important quand on planifie notre tableau de bord. Mais merci, Michael, pour cette présentation de ce que tu aimes sur Tableau. Et merci je rappelle. Beaucoup. Et j'espère surtout que ça va donner envie à d'autres personnes de faire les prochaines capsules et chacun peut prendre la fonction qui lui plaît le plus et expliquer en fait pourquoi il aime cette fonction et comment parfois elle lui a sauvé la vie ou ça a sauvé un projet. Voilà. Merci exactement. Puis on va essayer d'avoir des gens différents pour présenter cette capsule-là. C'est une excellente idée. Si vous êtes en ligne, si vous aimez Tableau, que c'est votre passion et que vous avez différents trucs comme ça que vous voulez partager, contactez-moi. Vous pourriez faire une capsule au prochain Tableau User Group. On peut même faire 2 capsules de 10 minutes. C'est rafraîchissant d'avoir des sujets qui s'étendent un peu moins longtemps. J'adore ça. Ça touche un peu plus de personnes aussi, avec différents niveaux. Donc, on va laisser maintenant la parole à Jorge qui va nous parler de Prep and Data. Alors, c'est à toi. Tu peux partager l'écran maintenant. Merci, Julie. Merci tout le monde. Je vais partager mon écran. Je vais faire mon présentation en anglais, mais vous pouvez poser des questions aussi en anglais, si vous voulez. And before I forget, Julie,
at the end of the presentation, I'm going to show a case of LODs in which I had to use context, and in one at which I didn't have to use it, but I'm gonna show that at the end. Is connected to the presentation. So my name is Jorge Supelano. This is my LinkedIn profile. Can you see my screen? Yeah. Yeah, I see your screen. I work as a Tableau developer for a company called Bus Patrol. It's an American-Canadian company. We install cameras in school buses. So every time the kids get off or get on, they record what happens. And when a car overtakes the bus, a citation is generated and then sent to the violator, and then pay a fine that which goes to the school district. So as Rajiv said, we also are hiring. So if you have Tableau skills here in Montreal, in the rest of Canada or the US, don't hesitate to contact me through my LinkedIn profile, and I can give you the details. So I'm going to present today the dashboard. This is my public profile. I'm going to present the difficulty of prepping data challenges. So before I present that, I'm going to give you context about what prepping data is. So if you haven't heard about prepping data, it's a weekly challenge prepared by Carl Alchin, Jenny Martin, Tom Prose, and Jonathan Allenby. Every week, they propose a challenge in which you have one or more CSV files, and in which you need to transform the data in them, aggregate it, pivot, filter, combine, join, you name it, and then you need to produce one or more outputs. So every week they give you the challenge, and the next week they give you the solution. It started as a way to use Tableau Prep, but on time it evolved. The community joined, and now you can see people tackling the challenges in Tableau Prep, Alteryx, a lot of Python these days are. I've used Nime, people Power Query, some people use EasyMorph, and I do the challenges in SQL because I wanted to practice my SQL skills when I started this. So when you complete a challenge, you then fill, it's optional, but you can fill a participation tracker here. And what it does is it ask you for your name, the challenge that you, the year of the challenge that you tackle, and the number of the challenge. I forgot to mention that the challenges are, so far, they have, no, this is not it. No, this is not it either. The index. They have through almost 3 years of data, almost 4 years, so 3 years and a little bit more of data, all the challenges and the solution. So when you finish, you filled your name, the year, and the challenge number, and then you can say how difficult you found the challenge, from 0, very easy, to 10, I cried. So this one is good. yeah. So when I started the challenges, I started the challenges like a year ago. And when I was about challenge number 30, I said, because the challenge number 30, 2019 was a nightmare. I used almost everything I had learned. And I thought, what is the most difficult challenge? But these are, another thing that I need to mention, that is that Carl has this dashboard, a participation dashboard. So this data is used to show who has done what and what year, and your individual participation. So this was available, but the difficulty option was not, it was not analyzed. So I said, okay, let me see what I can do about this. Hey, Jorge, we can see that you did nothing in 2020, eh? I just saw your name there. I didn't do anything. The way I tackled this, I started doing the ones in 2019. I started in 2020, but I started with challenges in 2019 because they were the easiest one, when Tableau cool. Prep was not fully developed. So I said, I'm going to start with those. And when I had 30 challenges done, I said, okay, now I'm going to
go back to the future, and I'm going to tackle the ones in 2021. But then I said, okay, what I want to do, maybe the more I was kind of confident at the time, I said, okay, I want to do the most difficult ones. Which are those? Things happen. I was busy at work, and then I stopped doing things. And then when I was going to do them again, I thought, but this time, okay, I need to catch up. What are the easiest one then? So what I did, I was downloaded the data behind this dashboard, and I created this dashboard. So how to read this dashboard? This dashboard shows for every challenge where people have submitted a score, it can tell you how many people submitted which score and what's the weighted average for that challenge. So for example, in challenge number 1, this is not the right order. I'm gonna sort it this order. So for challenge number 1, 2019, we have a weighted average difficulty based on the submissions of 2.61. So that means 10 people thought the challenge had a difficult level of 0, with 41 votes. 5 people thought the challenge had a difficult level of 1, and so on and so forth. So when you look at this, you can have the difficulty level for each challenge where people have submitted a score. So I said, okay, which are the easiest one? So I can change the sorting criteria here, and I say I'm going to sort by weighted average difficulty in descending order, and I'm not going to include in ascending order, and you're not going to include the year. So you see, challenge 1, 2021 is the easiest one according to what people have thought. Then you have the challenge 31, 2021, but this has only 18 submissions. And then you can pick and choose and say, okay, I'm going to tackle this one, or I'm going to tackle this one if you want to tackle the easiest one, or you can go straight to the most difficult ones, which are 27, 2021. This is the one that I was talking about before, number 30, 2019. Only four submissions. It doesn't mean that that people didn't tackle it, but only 4 people submitted a difficulty score. There were more submissions, maybe without score, and there were people that tackle it and that don't fill the form. So you can sort this. You can sort this, as you saw, by chronological order. And Julie, I'm going to ask you to tell me when I have 5 minutes left, because I didn't put my timer here. Yeah, see, I forget to check. I was too interested. Okay. 1850. Oh, you have plenty of time still, 15 minutes. Okay, cool. So you can sort this by chronological order, ascending or descending. And then you can sort by weighted average difficulty, as I said before. You can even include the year or not in the sorting. So these are the most difficult ones, or the easiest one for 2019. Then you have the year 2020, and then the year 2021. You can also sort by the number of submissions. So you have by year. So Jorge, this dashboard is on your public profile, and people will be able to download it, right? Yeah, you can download it and reverse engineer it. See what I did there. I'm going to explain some of the things that I did, but not everything, because there are a lot of calculations. It's not optimized inside because I had some trouble. I'm going to explain later. So you can sort this way. So the next thing that I did was, okay, but how did I fare? What was my level of difficulty compared to what other people thought? Because people can think, okay, this is very easy, and another person that said this is super hard, and this is very subjective. But the other dashboard that I did was this one, and you can see my name here. So for this 58 challenges where I submitted a difficulty score, how do they compare to the weighted average of each challenge? So in 52% of the cases, my score
I thought it was, they were more difficult. They had a higher difficulty score. 47% of the time, I thought the challenge was easiest than the rest of the people. And 2% or one challenge, I thought the same as everyone else. So how to read this chart? So here you can see in challenge number 1, I thought the level of difficulty was 0, so super easy. Other people thought that the level of difficulty was 2.68. That's a weighted average of what people thought. And there were 41 submissions. So you can read for every challenge what other people thought. In challenge number 4, 2019, other people thought that the level of difficulty was 3.78, and I thought it was 1. So by the same token, you can sort this chart in chronological order, and you can see, for example, at the beginning, I thought everything was super easy, and at the end, I was kind of struggling because everything was more difficult than the rest of the. I found it more difficult than the rest of the people. Again, this is very subjective. If you go to Tableau Public, and if you have filled the difficulty score with prepping data, you can search your name here, and you can see how you have done. So these charts can be sorted again in chronological order or by scores. When you sort by score, see here, and this is in ascending order from the point of view of other people. So the challenge that everyone, I'm gonna remove the year in the sort to have in absolute terms. So, and then you can see that the easiest challenge for everyone else, based only on 3 submissions, this is important, is challenge number 42, 2019. This one, in which people thought there was 137 submission, and people thought it was 1.90. I thought it was super easy with 1. You can also sort, well, ascending, descending. You can sort from my point of view, over your point of view, your dashboard, and you can have then what were the easiest ones for you, and then you can scroll down and see what the most difficult ones for you were. You can also split by vote comparison. Show me the highest and the lowest separated. So here you can see the challenges where I scored them higher, and these are the challenges where I scored them lower. You can also sort finally by I put these others. And you can sort by the difference between what you thought and everyone else did. So you're gonna see, it's gonna change. So this is where when I thought the same thing or very similar to other people, and here when I thought very different from other people. So for example, I thought 2021 was super difficult, and with a score of 9, where everyone else thought it was 4.08. Again, this is very subjective because people have different skill sets, different skills, level of skills, and because they use different tools. So what it's easy in Tableau Prep, or it might be difficult in Python. What is easy in SQL might be difficult in Alteryx. Well, in Alteryx, everything is easy, I think, but that's another subject. Est-ce que cette information-là est disponible dans les données? Est-ce que les gens sont capables de dire quels outils ils ont utilisés? No, no. Oh, that would be interesting, eh? Yeah, this is the only fields that they have. So, and you can sort again by the difference from, you can sort, well, the same parameters apply here, okay? So I think I didn't forget anything about this. So how did I do this? As I said before, I downloaded Carl's dashboard, and there is let me see if I can show it here. In every dashboard, there is an option
to export the data as CSV. So I downloaded the dashboard, his dashboard, I exported data to a CSV file, and then I work on this. So I update it from time to time. I updated last Saturday. So I'm going to show you what the data looks like. Here's a sample of what the data looks like, the original data from that dashboard. So you have a challenge number, a difficulty level, how hard it was, the name that is not used in his dashboard, nor mine. The name, this is not used either. This is the name, the field that is used. When people submitted that, I'm not using that. The year challenge, this is not used either. So basically we have the challenge number, the year, and the difficulty and the name. So what is difficult about this is that some people have not submitted scores. So you see that this column is blank. So it's a good case for level of detail. And the way I did this is I'm going to show this. Well, I'm going to show the Excel file so you can see. This is an example. When you have, I'm going to explain from very basic level. These are the challenges, the scores, and this is how many submissions you have for that with that score. So you have 2 people thought that the challenge had a difficulty level of 1. 2 people thought the challenge had difficulty level of 2, and 1 people thought the challenge had a difficulty level of 10. So you do for a weighted average, you do you multiply this by this plus this by this plus this by this. So I did an array product here, and then you divide it by the total number of votes. So you can get the weighted average here. So how do we do that in Tableau? And then this is when things become interesting. Let me see. This is the first thing to calculate is the number of challenges per record. So you can see that. Oh, there is another difficulty here. People have submitted more than one form per challenge. Let's say I submitted today a score, and then I forget that I submitted that in 1 week. Oh, I'm going to complete the form. So you have for the same challenge 2 scores. First difficulty. And then you have the notes. So what I did was the way to calculate the records per challenge is to have the number of records per challenge and per year. And then you need to include there's a formula to eliminate nulls, which is applied here in the filter. So for the LOD a fixed LOD, as Julie explained before, to work, you need either to add the field to context, or you can include the field in the formula. So by doing this, when I apply the false, it's filtered here, and then the calculation is going to work. And I also did another one to select the first or last submission of the person for each challenge. This is another LOD. So with this, I have the number of records per challenge, and then I go to my calculation for weighted average. So the way you can reproduce this formula here, which is we see a sum product in Excel divided by the total votes. You use another LOD when which you multiply the number of records per challenge times the average of the difficulty of that challenge, and then you divide that by the total number of records, and that gives you the weighted average per challenge. So I create this. The workbook is filled with different sheets for testing. I always use a crosstab to build my dashboard to see that I'm doing things. The things that are going to give me the results I expect. So you have the number of records, for example, in challenge number 1, the number of records, the number of submissions with score 0, the number of submissions with score 1. So this is an array product test. This is for testing only. That's the records per challenge. Ouais, et je veux juste ajouter, Jorge,
Ça, ce que vous voyez à l'écran pour tester vos formules, ça s'applique aussi pour tester les table calculations, donc les calculs de table. C'est un excellent truc. Il faut vraiment prendre le temps de regarder nos données, de vérifier les chiffres et de ne pas essayer, parce que je vois souvent des gens essayer de bâtir le graphique en même temps qu'ils font les formules, en même temps qu'ils préparent leurs données. Donc ça, c'est vraiment un bon truc pour vous éviter des soucis dans le futur, c'est de préparer vos données comme il faut dans une table où vous pouvez retourner pour vérifier vos chiffres quand vous avez un nouveau filtre, parce que là, vous avez fixed expression, des filtres en contexte parfois. Donc, c'est important de vous garder en référence des worksheets comme ça pour tester vos chiffres. Thanks. Yeah. Otherwise, it's going to be super difficult with any dashboard. Not only this, for anything, it's going to be difficult, especially when you have LODs and window calculations involved. And that's the way I do the weighted average difficulty for this dashboard. So far, so good. Now the other part is how to do the calculation for this one, because when you select a person, you need to remove that person from the weighted average, and that's where things gets interesting. So I'm going to go back to the Excel file, and then the case would be I need to have a set in which I select with a set control the person that's going to be in that set. So for example, in the example that I gave you before, in which you have 2, 2, and 1 with 10, I'm going to imagine that my vote is the 10 and everyone else voted 2 and 2. So the array product is different, the total votes are different, and the weighted average needs to be different. This would be my weighted average, which is my average, and this would be the weighted average from everyone else. So again, how do we do that in Tableau? I needed to create a set. I needed to create a set in using the name, and then I use another formula where I decide if I am in or out of the set. I use that in the table calculation. So let me show you. The not in set is very simple here. If I am in set, then 1 else 0. I am in set is if my name is in the if the set is true, I mean the person in the set is there, then null else name group. This can be optimized, but at the time when I was working on that, this is what worked, so I didn't touch it. So to calculate the new weighted average difficulty per challenge with the person included, I need to include that condition. So if you see, this formula is very similar to this formula. The only difference here is that in the other one, I included the condition to be or not to be in the set. This is in comments, and then this is where the example that I mentioned before comes into play. Technically, I need to include this formula too, but when I did, Tableau gave me an error and things were not calculating. It's a bug. Like Freddie used to say, it's a filter or it's a bug. In this case, this is a bug. So I said, how do I make it work? So then I used this field in context for the calculation to work. So I have it in challenge number 1. This is my punctuation, my score. Everyone else, I did it. This is the first formula that we showed, where everyone has 265, and then when I include that, I have 0, and everyone else has 268, and that is the way to do this calculation, to show it here. There are more to it, because to split this, I needed to compare and show only those numbers. But for that, you can download the workbook and analyze it and reverse engineer anyway. Yeah, it's a good workbook to analyze for a lot of. Bon, je vais retourner en français. Oui, c'est un bon. C'est un super tableau de bord à analyser pour des fonctions très avancées. Merci tellement, Jorge. J'adore aussi tes visualisations. C'est très, très
at a glance, on voit immédiatement la réponse à la question qu'on a. Donc, c'est très, très bien. On comprend. Puis les filtres, c'est extraordinaire. Et des fonctions très avancées. Elle a réussi à trouver un bug dans Tableau. C'est bon. On va envoyer ça dans Tableau, dans les forums pour qu'ils règlent la Thanks. So patente. if you have any questions, si vous avez des questions en français ou en anglais, laisse-moi savoir. You have all the tests here. This is I wanted to show this one too. These are the people that have submitted more than one score per challenge. So in challenge number 30, I thought first it was 7, and then I thought it was 10. I submitted at 2 different times. So everything is in there. It's very interesting. Et on va fournir le lien, évidemment, à la fin pour que vous puissiez télécharger le tableau de bord et analyser les fonctions un peu plus avancées. Une seule chose que je te reproche un petit peu, Jorge, pas assez de commentaires pour expliquer tes fonctions dans tes champs calculés. Mais on va te pardonner. Moi, je mets tout le temps un point d'honneur à commenter les fonctions. C'est important pour la compréhension. À quoi sert ce champ-là? Surtout dans ces exemples-là. Si tu as 10 minutes, Jorge, pour aller rajouter un petit peu de commentaires pour tes fonctions les plus importantes, je suis sûre que ça va être apprécié par les utilisateurs. The most important ones are in capital Caps letters. Lock. Yeah. Ah, c'est bon. Because Super. I thought, how do I remember which one I'm going to show? So these are the ones to consider. There are some tests that were not, because I'm trying to do everything. I mean, I'm trying to get rid of this bug in which Tableau doesn't work when I put this in the LOD. So I was trying other formulas here, but I mean, it was something to personal consumption. I decided to show it here. So it's not, even though I put the folder, because I always do this, it's not like ready for audit, like, in a work environment, I would eliminate a lot of stuff here, and I would optimize this. On comprend parfaitement. Un gros merci encore. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez rejoindre Jorge après la session ou rester un petit peu après. On va terminer l'enregistrement après le Kahoot qui va commencer dans quelques minutes. Il va y avoir des prix de présence. Je vais partager mon écran dans un moment. Je vais ouvrir le Kahoot sur mon autre écran un petit instant. Puis là, il a fallu que je prépare un Kahoot en français. Il n'y en avait pas. J'ai peut-être le premier Kahoot en français. Donc, je vais vous demander, quand vous allez vous joindre au Kahoot, d'utiliser votre prénom et nom de famille, bon, pas nécessairement au complet, au moins quelques lettres pour que je puisse vous retrouver, surtout si vous gagnez. Attendez un petit peu. OK. Fait que je vais partager mon écran dans un moment là. Je vais faire ça en premier. Fait que c'est 5 petites questions hyper faciles. Ça va être celui-là ici. OK. Là, je vais mettre le Kahoot dans un moment. Vous allez avoir le code à rentrer, puis les instructions. Attendez un petit peu. In the meantime, I'm going to say hello to friends that I see in the audience, Michael and Gustavo. So, Julie, merci encore tout le monde de vous joindre. Oui. Are we going to participate? No. Ah oui, tu peux participer. Si jamais il y a des présentateurs qui gagnent, je vais m'arranger pour prendre au hasard quelqu'un de la foule. Classic mode. There you go. Ça s'en vient. Allez, allez. On a un délai ici. J'ai besoin de quelqu'un pour chanter une chanson. Oh, enfin. Donc, vous pouvez nous joindre sur www.kahoot.it. Mon Dieu, je sonne comme 1996 avec le www, oubliez ça, kahoot.it. Et vous rentrez le numéro de jeu qui est le 139 12 95. On a Justin G qui est le premier à se joindre.
Julie, tu as eu une question. En fait, je pense qu'il y a une question. Oui. Il y a quelqu'un qui demande comment faire pour présenter pour les prochains. Vous me joignez, vous allez me rejoindre, vous allez voir mon courrier L est sur le splash d'invitation. Et là, ouais, j'ai peut-être manqué des commentaires. Je vais m'assurer de réviser vos commentaires aussi à la fin. Mais vous avez juste à me joindre. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn facilement ou via l'invitation splash que vous avez reçue. Il y a le leader email qui est là. Donc, je pense que vous n'aurez pas de misère à me trouver. Donc, on a quelques personnes qui se sont jointes. On va attendre encore une petite minute. On va laisser le temps aux gens de se joindre. Ça va commencer bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 personnes. On est capable d'en avoir un petit peu plus. Joignez-vous, joignez-vous. Vous allez, là, je vais faire tirer. Les gagnants vont avoir la possibilité de recevoir des petits cadeaux de tableau qu'on va vous envoyer à la maison. Donc, c'est le fun. Ça peut être une tasse, ça peut être des bas. J'ai vu des bas tableaux, sont vraiment hot. OK, fait que je vais partir ça dans 15 secondes. Donc, les derniers retardataires, joignez-vous à kahoot.it et le numéro que vous avez à entrer est le 139 12 95. Dans 10 secondes, 9, 8, 7, 6. Je vais prendre un screenshot des participants. Et voilà. OK. Donc, vous avez 20 secondes pour répondre aux questions. 3, 2. Deux choses très importantes quand on commence un projet de tableau de bord. Est-ce que c'est design et couleur, l'objectif et le public cible, la police de caractère et le logo? Donc, deux choses très importantes quand on commence un projet de tableau de bord, le design et la couleur, l'objectif et le public cible. Tout le monde a bien répondu. Je vous dis, ils sont faciles. Bravo tout le monde. Prochaine question. Oh, Rajiv, essaie d'être lent, là. Tu vas recevoir un cadeau pareil, Rajiv, OK? Justin et Slimane en première place et on ignore. Où devrait se trouver le graphique le plus important sur votre tableau de bord? Et là, il y a un piège ici. En haut à droite, en haut à gauche ou dans le pied de la page? Le graphique le plus important, il doit être en haut à gauche et certains sont tombés dans le piège. J'ai mêlé la gauche et la droite, je m'amuse comme ça. Donc, félicitations à nos 7 répondants. Justin vient de prendre la première place. Rajiv, arrête. Prochaine question. Il en reste, il en reste 2. Le nombre de graphiques sur un tableau de bord n'a aucun impact sur la vitesse de chargement. Et celle-là est pour mes collègues de TD parce qu'on mesure la vitesse de chargement à TD Bank pour toutes les visualisations. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Le nombre de graphiques sur un tableau de bord n'a aucun impact sur la vitesse. Tout le monde a bien répondu. Donc, ceux qui mettent 35 worksheets sur votre tableau de bord, ça va être lent, je vous le garantis. Oh, Vincent vient de remonter en première position. Hot, hot, hot. Maintenant, je pense que c'est la dernière question. Non, l'avant-dernière. De quoi devrait dépendre votre choix de visualisation quand vous choisissez le graphique? Est-ce que ça doit dépendre de la question à répondre? Réponse rapide. Est-ce que ça doit dépendre du document de requis initial proposé par les dirigeants ou de l'inspiration du moment? De quoi devrait dépendre votre choix de visualisation? Et voilà, de la question à répondre. Et pour les 3 personnes qui ont répondu du document de requis, vous pouvez me joindre et je peux convaincre votre management que le requis n'est pas nécessairement bien aligné avec le bon graphique. Et c'est la portion la plus difficile de convaincre les gens
d'aller vers le rouge ici. Donc, la dernière... Oh, Pie chart. Vincent. Oh, Freddy monte. Pie chart avec 27 couleurs. Et voilà. On a Gonchi qui monte. Et Vincent, toujours en première place. Je crois qu'on arrive à la dernière question. Un tableau de bord est considéré comme un succès quand on peut répondre à nos questions rapidement. Les visualisations nous mènent à une prise de décision quand il est facile à comprendre ou toutes ces réponses. J'en ai pris des petits rapides. C'est vraiment toutes ces réponses. Si vous êtes capable d'avoir un tableau de bord qui peut répondre aux questions rapidement, qui amène à une prise de décision, ça c'est merveilleux, et qui est facile à comprendre, vous avez un package winner. Bravo aux 7 répondants. C'était toutes des bonnes réponses, donc les 4 personnes ont quand même bien répondu. Donc, qui est le gagnant? Vincent! Je pense qu'ils vont toutes les... Freddy, bravo! Oh! Rajiv va me faire travailler pour trouver quelqu'un au hasard. On va prendre Justin parce qu'il est arrivé là. Justin G, je pense. C'est bon. Un gros merci tout le monde. Là, je vais tenter... Attendez un petit peu, je vais prendre un screenshot parce que je veux pas manquer les cadeaux. Si jamais je n'arrive pas à vous rejoindre, rejoignez-moi. Je vais trouver votre email dans la liste et tout, puis je vais vous rejoindre évidemment pour avoir votre adresse. On va vous envoyer un petit quelque chose pour fêter votre présence. Un gros merci encore à tout le monde qui était ici ce soir. C'est vraiment apprécié. On pense faire le prochain tableau user group. Là, je vais arrêter la musique. Je suis en train de virer folle. Attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je suis plus capable. Livre. OK. Fait que le prochain user group, on pense le faire au mois de mai. Donc, mars-avril, on va se préparer. Je vais rencontrer les gens qui veulent le présenter. Vous voulez faire une présentation longue ou une courte, une petite capsule, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn ou via mon email Gmail qui est un peu partout. Je suis éparpillée sur le web. Et je vais m'arranger pour que vous soyez inclus dans le groupe de préparation. Un gros merci à nos présentateurs ce soir. Ça a été vraiment apprécié d'avoir de l'aide pour présenter le tout. Et là, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas si Kelly est encore là.